Pour l'instant, j'ai laissé la parole à Claire, qui va nous faire une présentation environ d'une heure autour du sujet « Les lois du marché laissent-elles la place à la politique ?» Et on aura ensuite un échange avec ça. Merci beaucoup. Alors, merci aux organisateurs. Et puis, merci à vous qui vous êtes levés tôt quand même, un samedi matin. Donc, je suis à la fois admirative et très réjouie, qui est un intérêt pour ces questions, qui sont des questions théoriques, enfin, qu'on pourrait croire réservées à l'université. Ben, pas du tout. Donc, moi, je vais vous parler de ça à partir de ma connaissance de la pensée économique, en particulier de la pensée économique qui s'est fabriquée depuis la fin du 19e siècle. Voilà. Comment on entend dans cette pensée économique l'idée de loi du marché, quel sens ça a et quelle place ça laisse à la politique. Ce que nous dit la théorie économique sur les lois du marché. Alors, d'abord, cette idée de loi du marché, c'est une idée qui s'entend comme l'affirmation qu'en économie, comme dans le monde physique, il y a des phénomènes qui échappent aux volontés individuelles et même aux volontés collectives qui seraient justement des volontés politiques. Donc, on aurait des phénomènes en économie, de même qu'en physique, on a des phénomènes qui sont régis par les lois du mouvement, la loi de la pesanteur, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Ben, on aurait de la même manière en économie des phénomènes qui ne sont pas régis par des intentions et qui sont régis par des mécanismes, c'est-à-dire quelque chose qui est involontaire et donc on appelle des lois. Et donc c'est une idée qui traîne dans tous les débats politiques quand même, hein, qu'on entend en permanence. Et en particulier, enfin, par exemple, il y a 15 jours, à propos des débats sur la loi de travail, dans un débat sur la loi de travail, j'entendais quelqu'un, franchement j'ai oublié qui disait ben voilà, c'est la loi du marché, si on refuse la loi de travail, on va contre la loi du marché, donc ça va pas. Et puis, de la même manière, en Grèce, l'été dernier, c'était un paroxysme, mais auparavant, on pouvait déjà entendre l'idée qu'appliquer les mémorandums en Grèce, c'était appliquer la loi du marché et qu'on n'avait pas le choix. Alors, au passage, il y avait une sorte de glissement assez curieux à propos de la Grèce, parce que la loi du marché, c'était la loi que dictaient les marchés financiers. Il y avait une sorte d'identification du marché comme mécanisme général d'organisation de l'économie, puis des marchés financiers, qui sont des trucs un peu particuliers quand même. Mais il y avait quand même cette invocation des lois du marché pour dire ce qu'il fallait faire. Et donc les lois du marché, c'est le mot, c'est magique qui est donné pour dire il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre politique possible. Donc est-ce qu'il y a une politique, hein? D'ailleurs, c'est pas pour rien que Varoufakis disait, à propos de, quand il racontait que, arrivant devant les institutions européennes, il disait on voudrait faire une autre politique. On lui disait, il n'y a pas d'autre politique possible, c'est pas parce que vous avez voté qu'on va faire une autre politique, il n'y en a pas d'autre possible. Il disait, bah, dans ce cas, c'est peut-être pas la peine de voter, allons jusqu'au bout, hein, franchement. Si vraiment c'est pas possible de changer les choses, alors ce qu'il faut, c'est un gouvernement d'experts. Ce qu'il faut, c'est trouver les meilleurs, qui vont trouver en effet les bonnes solutions conformément aux lois du marché. On va faire un concours. Mais franchement, pourquoi faire un débat politique, c'est-à-dire un débat dans lequel, en fait, quand on entre, on ne sait pas ce qui va en sortir. Et ce qui va en sortir dépend de la manière dont on va s'organiser, s'agencer. Donc, la politique, c'est l'idée d'inventer quelque chose dans un débat. S'il n'y a rien à inventer, mais s'il n'y a plus qu'à appliquer des lois qui ne dépendraient pas du débat, franchement, ça sert à quoi? Alors, donc ça, c'est le premier point. Des lois, a priori, ça évacue la politique. En même temps, il y a un paradoxe quand même pour ces lois économiques, c'est qu'à la différence des lois physiques, c'est des lois qui sont invoquées, mais pour mettre en œuvre une politique. Ce n'est pas des lois qui s'appliquent toutes seules. Hein. La loi de la pesanteur, elle n'implique pas de convaincre qui que ce soit qu'il faut leur obéir. Tandis que là, on parle de lois qui pourraient ne pas être respectées. Et par exemple, à propos des lois du marché, à propos du marché du travail, eh bien, on dit le code du travail, ou le SMIC, ou des choses comme ça, irait contre les lois du marché. N'empêche que ça peut être pratiqué. D'ailleurs, pour l'instant, il y a encore un code du travail. Ou alors, on dit les mesures que vous laissez là vont contre les lois du marché. Mais en fait, on avait bien peur que Syriza puisse imposer des mesures. Donc, c'est assez curieux, des lois qui ont besoin finalement quand même d'un pouvoir politique pour s'imposer. Des lois qui ont besoin d'une loi positive
la Welcome Free par exemple, pour s'imposer. C'est des lois qui ont un statut quand même bizarre au regard des lois physiques. Et puis alors, donc qu'est-ce que c'est que ces lois? Quand même, précisons un peu. Et donc c'est là que, et comme historienne de la pensée économique, je me dis, ben, ces lois dans la pensée économique, comment elles ont été énoncées? Et je ne vais pas énoncer ça à partir de la naissance de l'économie politique, qui a lieu fin XVIIIe siècle, mais à partir d'une révolution qui a eu lieu fin XIXe siècle, et notre pensée est encore organisée par cette révolution-là. Et disons, dans toute la pensée économique, les lois, ce qu'on appelle les lois du marché, ou les lois économiques, concernent les prix. Les lois, c'est ce qui gouverne les variations des prix. Et donc on dit, les prix sont déterminés par l'offre et la demande en régime concurrentiel. Donc les lois de l'offre et la demande, ou les lois du marché, ou les lois de la concurrence, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Et l'idée, c'est que les prix sont déterminés par l'offre et par la demande sur les marchés concurrentiels, c'est ça les lois du marché. Alors évidemment, tout de suite, il y a une objection. L'objection, c'est que ces lois n'énoncent pas quelque chose qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire les prix, de fait, les prix qui se fabriquent, ne sont pas toujours déterminés par l'offre et par la demande sur des marchés concurrentiels. Bon, d'abord, il y a des marchés qui ne sont pas concurrentiels, c'est une évidence. Il y a des marchés de concurrence imparfaite, il y a des offreurs qui se comportent comme des monopoles. Donc il y a des tas de prix qui existent et qui ne sont pas des prix concurrentiels. Et puis, il y a aussi des marchés qui sont régulés par autre chose justement que l'offre et la demande, autre chose même que l'offre et la demande en concurrence imparfaite, qui sont régulés par exemple par l'État. Donc, l'exemple typique, c'est le prix du travail, le salaire, qui en France ne peut pas être inférieur au SMIC. Donc, loi du marché en ce qui concerne les prix, loi qui gouverne les prix, ça ne signifie toujours pas quelque chose qui s'impose toujours. Ça s'impose seulement s'il y a concurrence. Et on peut s'opposer, au fond, à ce que ça s'impose. On peut s'y opposer, alors là, par des intentions qui vont être individuelles. Des agents vont essayer d'aller contre la concurrence. Donc, ces agents, ça va être par exemple des monopoles, ou bien des firmes qui vont s'entendre, ou bien des États éventuellement, des corporations, par exemple les syndicats. On dit qu'ils veulent manipuler les prix. Alors pourquoi ils veulent manipuler les prix? Bon, il peut y avoir des tas de raisons en fait. Il y en a qui peuvent le faire parce qu'ils pensent que c'est à leur avantage. Ils vont essayer de faire augmenter le prix de la marchandise qu'ils vendent. Il y en a qui vont essayer de manipuler les prix en disant que, parce qu'on pense qu'ils sont manipulés par des gens qui cherchent leur avantage. Si vous voulez, c'est tout le débat sur l'intervention de l'État sur certains marchés et les motifs de cette intervention. Est-ce que quand l'État régule, je ne sais pas, le marché des taxis, il le fait parce qu'il pense que c'est l'intérêt général ou il le fait parce qu'il est manipulé par la corporation des chauffeurs de taxi? Bon, il peut y avoir... Les raisons, au fond, sont inconnues, peuvent être très diverses. Alors, à propos aussi... dans les stratégies, disons, de manipulation des prix, on entend souvent dire que les syndicats qui vont œuvrer qui vont avoir une influence sur le prix du travail, vont le faire peut-être au nom de l'ensemble des salariés, mais peut-être au nom de simplement ceux qui ont un travail, et puis même parmi ceux qui ont un travail, au nom de ceux qui seuls ont un travail stable, et on va avoir cette idée qu'il y a une manipulation des prix, ici le prix du travail, au service, non pas de l'ensemble de la population, ni même de l'ensemble des salariés, mais d'une catégorie bien particulière. Enfin, c'est une idée qui traîne partout, que les syndicats n'œuvrent pas dans l'intérêt des chômeurs ou dans l'intérêt des CDD. Bon. Mais aussi bien on peut faire l'hypothèse que les gens qui manipulent les prix peuvent le faire peut-être dans le sens d'un intérêt général. Donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir des tas de motifs très différents à la manipulation des prix, au fait qu'on ne laisse pas les prix se fixer selon l'offre et la demande dans un système de concurrence, mais toutes ces raisons, quelque diverses qu'elles soient, conduisent quand même à simplement constater, ça tout le monde peut le constater, que les prix peuvent n'être pas des prix concurrentiels. Donc les lois qui gouvernent les prix ne sont absolument pas des lois nécessaires. Du coup, pourquoi on parle de loi? C'est une situation parmi d'autres. Et alors, je crois que la très grande idée, très très importante, de la pensée économique depuis fin 19e,
c'est de dire ces lois qui gouvernent les prix en régime concurrentiel, elles peuvent n'être pas appliquées, mais si elles sont appliquées, alors on réalise l'intérêt général. C'est ça l'idée essentielle. Si on applique ces lois, c'est-à-dire si on laisse les prix se fixer selon l'offre et la demande, alors l'intérêt général est réalisé. Et du coup, si on n'applique pas ces lois, alors c'est l'intérêt général qui ne sera pas réalisé. Donc, évidemment qu'il est possible de ne pas appliquer ces lois. Seulement, du coup, vous allez contre l'intérêt général. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer pourquoi, quelle conception derrière il y a de l'intérêt général, et du coup, comment aussi la politique peut intervenir ou peut ne pas intervenir, n'avoir pas de place. Alors, pourquoi on dit que si les prix varient selon ces lois de l'offre et de la demande en concurrence, on réalise l'intérêt général. Je crois qu'il y a profondément deux arguments pour dire ça. Alors, premier argument, c'est que si on laisse les prix varier comme ça, on atteint un équilibre, globalement. C'est-à-dire une situation où l'offre est égale à la demande pour tous les biens. Et rien que le fait de réaliser cet équilibre, c'est déjà aller dans le sens de l'intérêt général. Et là, l'argument, le grand argument, c'est de dire que si l'équilibre n'est pas réalisé, alors vraiment l'intérêt général n'est pas réalisé de manière évidente. Et c'est vrai que c'est un argument qui a du poids, hein, parce que si l'équilibre n'est pas réalisé, donc si on est dans une situation où par exemple on est offreur et l'offre est supérieure à la demande. Donc je suis offreur, et donc je suis offreur, mais en fait je ne fais rien, hein, simplement je voudrais offrir. Mettons, je voudrais offrir mon travail. Alors, ce vœu, au passage, ce n'est pas un vœu comme ça dans un monde idéal, hein, c'est un vœu avec un principe de réalité. Ce n'est pas je voudrais star de cinéma, ce n'est pas je voudrais travailler à 10 000 € par mois, c'est je voudrais offrir le travail que je suis capable de faire au prix du marché, au prix courant. Donc, c'est vraiment des vœux des agents, des souhaits des agents qui sont très raisonnables, qui sont passés par une contrainte. Et le problème, si on n'est pas à l'équilibre, il y a des agents qui ne peuvent pas réaliser ces vœux. Et ça, c'est un gros problème du point de vue de l'intérêt général. Est-ce que l'intérêt général peut laisser des agents avoir des vœux, des souhaits qui sont très raisonnables, qui ne sont pas réalisés? Est-ce que la persistance du chômage, ça va dans le sens de l'intérêt général? Tout le monde dit non quand même. Hein. Mais là, vraiment tout le monde. Il n'y a même pas de désaccord politique sur ça. Donc, le fait que quand il n'y a pas d'équilibre, ce soit un problème collectif, ça révèle que l'intérêt général n'est pas réalisé. Je pense que c'est quelque chose sur quoi il n'y a pas de désaccord en fait entre, du moins l'ensemble des économistes, et puis je crois à peu près tout le monde. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre, peut-être pas, on discutera. Alors, le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre, c'est un problème. Et alors, si on dit, laissons les prix varier, et ça va nous mener à l'équilibre, c'est déjà, on est fait quelque chose de bien, d'arriver à un équilibre. Parce que tant qu'on n'est pas à l'équilibre, sinon on ne va pas. Et alors, c'est la première raison pour laquelle on dit que le droit du marché mène à l'intérêt général, c'est que ça doit mener à un équilibre, et qu'à l'équilibre, les gens peuvent faire ce qu'ils désirent faire, sachant que ces désirs ne sont pas non plus des désirs insensés. La deuxième raison, qui va un peu de pair, mais qui est quand même un peu supplémentaire, c'est on montre que cet équilibre est satisfaisant. Et alors, satisfaisant, ça veut dire quoi, par rapport à quelle notion de satisfaction? On va dire il est satisfaisant compte tenu des contraintes. C'est-à-dire, compte tenu des contraintes, et puis je vais expliquer ce que veut dire contrainte, compte tenu des contraintes, on ne peut pas faire mieux. On pourrait peut-être faire différemment, mais on ne peut pas faire mieux. Alors, les contraintes, c'est des contraintes qui nous viennent de la nature et de la technique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel on voudrait peut-être consommer énormément, ou plein de choses, avoir plein de loisirs, enfin, peu importe, mais on a des ressources qui sont finies. C'est comme ça. Et puis, on a des techniques de production qui ne sont pas miraculeuses. Il n'y a pas de pêche miraculeuse, il n'y a pas de multiplication des pains, il n'y a pas de changer l'eau en vin, tout ça, on ne peut pas compter sur la magie, et donc on fait avec la nature, ce que nous offre la nature, et ce qu'on est capable de faire avec, sachant les techniques qu'on a. Et alors, ce qu'on montre, c'est que l'équilibre, dans un certain nombre de conditions, l'équilibre, il est tel que
on dit qu'il est satisfaisant parce qu'il est tel qu'on ne peut pas faire mieux de manière évidente. Ça voudrait quoi? Ça voudrait dire quoi, pardon, faire mieux de manière évidente? Ça voudrait dire on pourrait améliorer la situation de quelques-uns sans dégrader la situation de quelques-uns. Si on montre que on peut améliorer la situation de quelques-uns sans dégrader la situation de personne, on se dit non, c'est absurde, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Au contraire, si on montre qu'il n'est pas possible d'améliorer la situation des uns sans dégrader la situation des autres, on se dit on ne peut pas faire mieux, on peut peut-être faire différemment. Peut-être qu'on peut améliorer la situation des uns et dégrader celle des autres. Et on va discuter de ça. On va beaucoup discuter de ça, c'est tout à fait admissible, enfin les deux on va bien. Mais on se dit, c'est quand même, on a évité un gaspillage social. C'est très très important de comprendre cette idée. Si on montre qu'on est dans une situation dans laquelle on peut améliorer la situation de quelques-uns sans détériorer la situation de personne, on se dit on est dans une situation de gaspillage, c'est pas une situation satisfaisante, il faut changer les choses. Si on montre que pour améliorer la situation des uns, on ne peut que détériorer la situation des autres, on va dire, on peut peut-être le faire, hein, ça peut être discuté, mais on va dire que la situation dans laquelle on est, elle réalise l'intérêt général en ce sens qu'il n'y a pas de gaspillage social. Voilà. C'est très très important de comprendre cet argument. Parce que c'est cet argument qui est vraiment le plus important à l'appui des lois du marché. Parce que ce qu'on montre, c'est que dans un certain nombre d'hypothèses, quand on laisse les prix être gouvernés par le marché, eh bien, on arrive à une situation dans laquelle on ne peut pas améliorer la situation de personne sans détériorer celle de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de gaspillage social. Et c'est en ça qu'on dit que c'est satisfaisant. Bon, mais c'est satisfaisant, voilà, compte tenu des contraintes, hein, c'est un meilleur des mondes possible. Et évidemment, ce que je viens de dire, c'est vrai dans certaines conditions. C'est vrai à certaines hypothèses. Et du coup, ces hypothèses ne sont pas toujours vérifiées. Et alors, les économistes passent énormément de temps à étudier les cas dans lesquels ces hypothèses ne sont pas vérifiées. À étudier les cas dans lesquels, justement, on laisse les prix varier et puis on arrive à un équilibre. Et en fait, cet équilibre n'est pas satisfaisant au sens où on pourrait améliorer la situation de quelques-uns sans détériorer celle de personne. Et donc, on va beaucoup parler de ça. Et tout ça, ça va être des cas particuliers. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il y a une diffusion de ces idées auprès des gens qui ne sont pas économistes. Parce que dans notre jargon, ça s'appelle les externalités, ça s'appelle les biens publics, ça s'appelle les technologies à rendement d'échelle croissant. Voilà, on va dire, il y a des cas dans lesquels c'est bizarre, ça ne marche pas. Alors, dans ces cas-là, peut-être qu'on dira qu'il faut que l'État intervienne. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait admissible. Par exemple, ce n'est pas non plus nécessaire, ça dépend des cas, ça va dépendre des analyses des cas particuliers, mais le grand exemple, c'est la pollution. Voilà. On va dire la pollution, c'est un cas dans lequel le marché tout seul ne fonctionne pas, parce que quand vous polluez, vous dégradez, vous nuisez à quelqu'un, hein, aux consommateurs qui sont à côté, et vous dégradez la situation de quelqu'un, et ça ne vous coûte rien. Donc, vous n'allez pas vous empêcher de polluer, parce que vous polluez, c'est que c'est pas par sadisme, hein, c'est juste parce que ça vous arrange. Mais si ça ne vous coûte rien, pourquoi vous empêcheriez de polluer? Donc on va dire, bon, dans ce cas-là, les agents individuels ne prennent pas les bonnes décisions, donc il va falloir faire en sorte qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc, là-dessus, il va y avoir plein de débats. Est-ce que pour prendre les bonnes décisions, il faut créer un nouveau marché? Un marché de la pollution, un marché des droits à polluer, c'est-à-dire ça s'est fabriqué. De ce point de vue, le discours des économistes, c'est un discours performatif, hein, qui fabrique un monde. Ou bien, alors bon, c'est pas sûr que ça marche non plus. C'est pas sûr que ça fabrique autre chose que de la spéculation, ces trucs-là. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Ou bien on peut dire aussi, bon, peut-être que ce genre de décision, il ne faut pas que ce soit pris en charge par les individus eux-mêmes, hein, que ce soit l'État qui prenne en charge. Donc, on va avoir des tas d'analyses assez différentes là-dessus. Le deuxième exemple, c'est les infrastructures, hein, les infrastructures de transport. Bon, tout le monde va être d'accord sur le fait qu'il y a des caractéristiques particulières dans les infrastructures de transport qui font que c'est un peu difficile que chacun construise sa route, c'est pas sûr que ce soit tout à fait efficace. Hein. Et donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr qu'il faut trouver une solution collective. Alors, est-ce que cette solution collective doit être vraiment complètement organisée par l'État?
Ou est-ce qu'elle doit être privatisée avec des systèmes d'autoroutes? Ça, à nouveau, plein de débats. Mais on va avoir comme ça des tas de petits cas particuliers où la question de l'intervention de l'État va être possible. Mais est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a de la politique? Disons que c'est une politique qui est assez technicienne. C'est-à-dire que finalement, l'économiste va identifier des cas particuliers, des hypothèses dans lesquelles, en gros, les lois du marché, quand elles sont appliquées, ne conduisent pas à l'intérêt général. Et donc, il va dire, pour restaurer l'intérêt général, on va avoir à notre disposition un ensemble de mesures, on va se quereller sur la meilleure application de ces mesures. Bon. Mais finalement, est-ce que vraiment il y a un débat public là-dessus? Bon, un peu, mais pas considérablement. C'est beaucoup une affaire technique d'identification des hypothèses, des cas particuliers, et puis des mesures à prendre. Donc c'est peut-être quand même pas tout à fait suffisant pour vraiment complètement réintroduire la politique. Alors, juste un truc, excusez-moi, je vais vérifier. Annie, Tu dois avoir un peu là. Donc, ces cas particuliers dans lesquels les lois du marché ne réalisent pas l'intérêt général, finalement, on en parle. Vraiment, c'est l'essentiel du travail des économistes. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait là une place suffisante pour vraiment un débat politique sur le contenu de l'intérêt général. Alors, la deuxième grande question qui se pose, grande objection qui est faite à l'équilibre, au caractère satisfaisant de l'équilibre, parce que je dis finalement les lois du marché, quand elles sont respectées, font que les prix permettent d'obtenir un équilibre, et cet équilibre est satisfaisant. Je dis en quoi il était satisfaisant, mais enfin on peut dire aussi qu'il est très insatisfaisant, parce que si on laisse les prix varier comme on veut, l'équilibre il peut être compatible avec de très très grandes inégalités de richesse. C'est ça le grand argument en contre, c'est de dire que on laisse les prix varier selon l'offre et la demande. On peut avoir des individus qui se retrouvent très pauvres pour une double raison. Très pauvres parce que ce qu'ils vendent va être vendu très peu cher. Donc je vends mon travail par exemple à un prix qui, s'il n'y a aucune limite à la baisse, peut être très très faible. Et puis, il se peut que les agents aussi aient besoin d'acheter des biens qui là vont être, au contraire, vont avoir un prix très élevé. Par exemple le logement. Donc on peut avoir des individus très pauvres qui vivent dans des conditions réelles très difficiles parce que ce qu'ils vendent va être évalué au prix du marché très faiblement et ce qu'ils achètent va être évalué au contraire à un coût très élevé. Donc à partir de ça, qui est au fond dénié par personne de sérieux, il y a plein de gens pas sérieux mais c'est pas la peine. Il y a trois questions qui se posent. Finalement, si on est d'accord sur le fait que l'équilibre est compatible avec de très très grandes inégalités, les questions c'est est-ce qu'on peut lutter contre ces inégalités efficacement en empêchant les lois du marché? Et ça, la pensée économique depuis fin 19e dit non. Et elle est très ferme là-dessus et elle ne dit pas d'ailleurs exactement la même chose que ce que disaient les économistes qui les précédaient. Donc, je vais d'abord détailler ça. La deuxième question qu'on se pose, c'est mais d'où viennent ces inégalités? Quelle est leur origine? Et il va y avoir des tas de débats là-dessus, mais il va y avoir un accord général, pas chez tous les économistes, chez les économistes qui sont dans cette approche, qui est ça ne vient pas du marché. Ça peut venir de tout, on peut inventer plein, mais surtout pas le marché. Voilà. Et la troisième question, c'est alors, on peut pas résoudre ces inégalités en empêchant le marché de fonctionner. D'ailleurs, ça ne vient pas du marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou vraiment rien? Alors oui, on peut faire quelque chose. Et on verra quoi. Mais quelque chose qui doit être compatible avec le marché. Donc, j'ai posé successivement ces trois questions. Premièrement, est-ce que pour résoudre ces inégalités, il faut contrarier les lois du marché? Donc, il faut empêcher la réalisation des lois du marché. Et alors là, vraiment, la réponse, c'est non. Absolument non. Parce que si on contrarie les lois du marché, ça va être pire. C'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème, mais en fait, on ne le résoudra pas du tout, on l'aggravera. Et ça, c'est le grand argument contre la législation du travail, contre le SMIC. C'est de dire que
Ceux qui veulent une législation du travail, maintenir, pour l'instant on n'est pas augmenté, la législation du travail, le SMIC, veulent peut-être très sincèrement protéger les salariés. Mais, et même veulent protéger les salariés dont la situation est la plus difficile, qui vont être les salariés les plus fragiles. Et en réalité, ils vont dégrader leur situation. C'est ça le grand argument. Hein. C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc peut-être que vous voulez vraiment le bien du peuple, mais voilà, ça va être pire. C'est la rhétorique des effets pervers. Vous voulez telle chose, en fait, ça va... Bon. Et l'argument, c'est vraiment, à nouveau, c'est le déséquilibre. Si on perturbe les lois du marché, on perturbe l'équilibre, on crée des déséquilibres. Donc on veut par exemple protéger les salariés avec un droit du travail, ou on veut leur permettre d'être payés à un salaire qu'on juge socialement convenable. Très bien. Mais ceux qui vont être protégés, c'est ceux qui auront un travail. Alors que ceux qu'on voulait protéger, les premiers qu'on voulait protéger, c'était les plus fragiles. Et eux, ils vont se retrouver dans une situation qui est pire parce qu'ils n'auront pas de travail. Ou qu'ils seront, s'ils ont un travail, ce sera en dehors du droit du travail. Bon. Donc, finalement, on voulait les aider, on voulait les protéger. Ils sont protégés quand ils ont un travail, mais ils n'ont pas de travail, ce qui est pire que d'avoir un travail sans être protégé. Donc voilà, quand on contredit les lois du marché, c'est pour aller vers du pire. Et c'est comme le grand argument qu'il y a aujourd'hui encore là, autour de la loi travail, où les promoteurs de la réforme disent ah là là, mais c'était fait pour les jeunes et les jeunes manifestent, hein, alors que c'était justement fait. Voilà. Donc j'essaye de convaincre les jeunes que justement eux vont y gagner. Peut-être pas les salariés qui justement ont un emploi, ça, tout le monde a dit qu'ils doivent y perdre, mais les jeunes devraient y gagner. Et voilà. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse sur la loi travail, parce que j'étais quand même assez troublée d'entendre à la fois de la loi et puis de la logique qu'il y a derrière la loi, et puis de l'argumentation qui est faite pour la défendre. Je n'ai pas lu en entier, mais enfin bon. Alors, la chose curieuse, si on me voit par rapport à ce que je raconte, parce que tout ce que je raconte, c'est sur les prix. Et donc, ça veut dire que sur le travail, la chose essentielle, c'est le salaire. Hein, c'est la variation du salaire qui nous permet d'arriver à l'équilibre. Or, la loi travail ne porte pas directement sur le salaire, en fait. Hein, ou ne porte pas directement sur les charges sociales, ça, il me semble. Parce que dans le prix du travail, il y a salaire et charges sociales. Et donc, en principe, si on suit ce que dit la théorie, il faudrait laisser le salaire baisser, et les charges sociales baisser. D'ailleurs, ça fait des années qu'on dit qu'il faut baisser les charges sociales. On les baisse d'ailleurs, ça pose des tas de problèmes. Mais... Chercher cette stabilisation, c'est ça qui... Ah, c'est ça. Chercher cette discours souvent associé au MEDEF. Ah bon? Dans une cotisation sociale. D'accord. En fait, c'était pas... Oui. C'est De toute façon, il y a un accord général. Non, il n'y a pas un accord général. Il y a l'idée qu'il faut absolument baisser le prix du travail. Et alors, c'est pas la loi finalement... travail. La loi travail, c'est pas non, voilà. le travail. La loi travail, c'est qu'il faut garantir les patrons contre l'incertitude. Voilà. Et ça, c'est encore une autre question. Mais non. C'est une autre question. Voilà, sur le marché. voilà. C'est pas simplement un jeu d'offre de monde. C'est toute la question de l'incertitude qui est associée Voilà. au marché. L'incertitude du bien ou du travail, c'est quand je recrute quelqu'un, je ne suis pas sûre de la personne que je recrute. C'est sur un autre clivage et une autre théorie. J'ai pas compris que la loi travail était une question d'offre et de Tout à fait, tout à fait. Et donc, justement, non, mais tout à fait. Et alors moi, je me disais, mais pourquoi? Ouais. Mais en effet, ça y est pas. Je me disais, alors pourquoi? Quel est le lien entre la loi travail qui ne porte pas sur justement le prix du travail et c'est la question de l'incertitude. ce que je raconte? Voilà. Alors, simplement le lien que je vois, moi, c'est on dit il faut, pour défendre la loi travail, on dit il faut de la souplesse. Bon. La fluidité. Si, c'est des mots qui sont employés. Oui, c'est la fluidité. D'accord. Alors, simplement, moi je vois, tout à fait, mais je vois comme... Moi je me dis, soit, quel est l'argument au fond? Soit on dit, soit c'est de la pensée un peu magique, où on dit la souplesse c'est bien, parce que soi-même c'est plutôt bien d'être souple, enfin, mais c'est pas un argument de théorie économique. Soit on dit finalement, à quoi ça va conduire cette loi de travail? Ça aggrave les conditions de travail, ça va peser sur les conditions de travail. Donc en effet, ça ne va pas modifier le prix du travail, mais ça va faire que les gens vont travailler plus, ou soit plus longtemps, soit dans des conditions plus dures. Donc on va essayer d'extraire plus de productivité en les payant la même chose. Donc, deux choses l'une, soit c'est de la pensée magique, soit
c'est l'idée finalement d'agir sur le prix du travail sans agir directement, d'agir indirectement sur le prix du travail. Soit en faisant travailler les gens plus, soit en faisant jouer la concurrence justement, en permettant davantage de licenciements, de sorte que, en faisant jouer la concurrence, ça fait baisser de fait le prix du travail ou ça fait augmenter la productivité des gens, qu'ils le veuillent ou non. Donc, il me semble que indirectement, ça joue sur la même chose, qui est combien on arrive à obtenir de travail en contrepartie de ce qu'on paye. Alors voilà, donc le grand argument A. Est-ce qu'il faut aller contre les lois du marché pour résoudre la situation des travailleurs pauvres? La réponse est non, parce que ça aggraverait la situation. Mais, deuxième question, d'où vient qu'il y a des travailleurs pauvres? Est-ce qu'il y a des travailleurs pauvres parce que ils sont victimes d'un rapport de force dans lequel finalement ils sont dans une situation de faiblesse et on profite de cette situation de faiblesse. Au fond, il y a une sorte de brigandage économique. Et ça, si je propose d'abord cette première réponse, c'est parce que c'était la première réponse des premiers économistes, des libéraux, mais qui disaient au fond, les lois du marché, ça s'applique pour tous les biens, mais pas pour le prix du travail. Le travail n'est pas un bien comme un autre. Et s'ils disaient ça, ce n'était pas pour des raisons morales, c'est pas parce qu'il ne faudrait pas traiter le travail comme un autre bien, hein, c'était vraiment pour des raisons économiques. Ils analysaient les biens. Ils disaient les biens en général sont produits, ils sont produits par du travail et leur prix va être réglé leur prix de production, leurs conditions de production. Plus il est difficile de produire un bien, plus ça va coûter cher. Bon, mais le travail, c'est quand même pas un bien qui est produit comme les autres. Il n'est pas produit de manière économique, justement. Et donc, est-ce qu'on peut parler d'un coût de production du travail? Voilà. Alors, on pourrait dire, oui, pour que les gens travaillent, il faut quand même qu'ils puissent manger, enfin qu'ils puissent un peu se reproduire. Bon. Mais évidemment, on a parlé de ça, on a eu cette idée en tête, et la notion qui était derrière, c'était l'idée que le salaire devait permettre la subsistance du travailleur. Mais en fait, la subsistance, on n'a jamais conçu la subsistance du travailleur comme quelque chose de complètement physiologique. Le salaire, même faible, on ne le conçoit pas comme le picotin d'avoine qu'on donne au cheval. Hein. Ça n'a jamais été la même chose. On a toujours dit dans la subsistance, dans ce qui est nécessaire à la subsistance, il y a un élément qui est social. Voilà. Il y a des choses qui sont nécessaires dans une société à un moment donné. Et donc dans la détermination du salaire, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout semblables aux choses qui président à la détermination des biens. Et il y a finalement dans cette détermination du salaire, il y a une lutte pour savoir ce qui est socialement acceptable dans une société donnée, à un moment donné de l'état d'évolution de cette société. Et ça a toujours été l'enjeu d'une lutte. L'idée que la détermination du salaire est l'enjeu d'une lutte, c'est une idée qui est présente chez Marx, mais qui est présente bien avant Marx, hein. Enfin bien avant, 50 ans quoi. Chez des économistes libéraux. Et donc, bon, l'idée que le salaire échappe aux lois du marché, c'est une idée qui était présente. Et bizarrement, fin 19e, on dit, non, finalement, le salaire rentre dans les mêmes catégories que l'ensemble des autres biens. Donc, on va naturaliser ce salaire en disant que finalement, il est déterminé, alors certes, il ne va pas être déterminé par son coût de production, parce que, bon, ça pourrait être problématique, mais il va être déterminé par sa productivité. Fondamentalement, le salaire va être égal à la productivité. C'est-à-dire, les gens gagnent finalement par leur salaire ce qu'ils fournissent, l'équivalent de leur contribution à la richesse sociale. Et donc, s'ils ne gagnent pas beaucoup, c'est que leur contribution à la richesse sociale n'est pas très importante. Voilà. Et réciproquement, d'ailleurs, la rémunération du capital, par exemple, le profit. Chez Marx, mais aussi chez les économistes classiques qui précédaient, le profit, c'était très très clairement, de manière évidente, quelque chose qui était ponctionné sur le produit créé par le travail, voilà, sur la richesse sociale qui était créée par le travail. Et là, dans cette approche fin 19e, on dit, et cette approche qui est devenue l'approche la plus importante, dans cette approche fin 19e, on dit, mais le profit, non, c'est pas une fonction sur quelque chose qui est créé par toi. Le profit, c'est ce qui correspond à la richesse qui a été créée par le capital. Le capital lui-même crée de la richesse. Donc, le travail n'est pas le seul à créer de la richesse, le capital crée de la richesse.
Si vous prenez une machine, vous travaillerez mieux, plus vite, etc. Donc, il y a une productivité du capital et le profit, alors on va l'appeler l'intérêt, mais peu importe, va être égal à la productivité de ce capital. Bon. Donc, il n'y a plus de rapport de force. Le partage salaire-profit, c'est plus du tout un rapport de force, ça devient quelque chose de technique. C'est déterminé par la technique. Et alors, pourquoi certains salaires sont faibles? Si on les laisse varier sans limite, pourquoi il y a des gens qui vont être très peu payés? Parce qu'ils sont peu productifs. Et pourquoi ils sont peu productifs? Alors là, on va avoir des tas de débats encore. Peut-être que c'est parce que ils ne sont pas dégourdis. Ils sont un peu handicapés, quoi. Donc on peut être très compatissant à l'égard des handicapés, il n'y a pas de... Mais voilà. Alors, ou alors on va dire, c'est parce qu'ils ont été mal formés. Donc il faut les former. Et donc toute la question sociale, qui était une question sur le salaire, la détermination du salaire, devient une question scolaire. On dit finalement, le seul enjeu maintenant, c'est former les gens. Mais dire ça, c'est peut-être très bien, hein. Enfin, c'est pas mal de former les gens, mais c'est en même temps, c'est dire que si les gens sont mal payés, c'est parce qu'ils sont mal formés. Est-ce que c'est si sûr? Enfin, c'est pas absolument certain. Donc, en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'était pas du tout ce que disait non seulement Marx, mais même les économistes libéraux qui précédaient Marx. Jamais les économistes libéraux ont dit que les salaires étaient déterminés par la productivité des gens, ça non. Donc, alors, évidemment, pour dire ça, ça pose des tas de problèmes, des tas de problèmes conceptuels, parce que ça suppose qu'on puisse mesurer la productivité des gens. Mesurer. Et comment on mesure la productivité des gens quand on veut la mesurer indépendamment de leurs outils de travail? Vous voyez, moi, on me met l'ordinateur, je fais quelque chose, on enlève l'ordinateur, personnellement, je ne fais plus grand-chose, et on met l'ordinateur sans moi, c'est pas non plus sûr que ça donnera quelque chose. Et donc, voilà. Quelle opération mentale il faut pour arriver à séparer dans un processus de production où finalement il y a alors déjà du travail et du capital, mais en plus plusieurs gens qui travaillent ensemble avec plusieurs outils, comment on fait pour calculer la productivité de chaque élément? C'est pas très sûr que ce soit même concevable. Et alors réalisable, moi je ne sais pas, est-ce que c'est ce genre d'idée qui est derrière l'obsession permanente de l'évaluation dont on voit que, comment dire, elle nous fait perdre un temps considérable dans notre travail. Enfin, je ne sais pas si c'est lié, si vous voulez, parce que cette idée qu'on puisse mesurer la contribution de chacun, c'est une idée qui apparaît fin 19e. L'obsession de l'évaluation, ça me paraît plus récent. Est-ce que l'un est lié à l'autre? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Bon, en tout cas, imaginons qu'on puisse mesurer la productivité de chacun. Imaginons, acceptons l'idée que finalement, si on laisse les prix varier, les prix correspondent à la productivité, donc des salaires faibles correspondent à une faible productivité. Finalement, d'où ça vient? Donc, d'une faible productivité, c'est-à-dire pas du marché. Et finalement, le marché, en donnant un salaire faible aux gens, c'est pas lui qui crée le problème. Il est simplement le révélateur du problème. Le problème, c'est que des gens ont une faible productivité. C'est que c'est pas intéressant de les employer, mais c'est pas intéressant, pas seulement du point de vue du patron, c'est pas intéressant même socialement, même collectivement, si vous voulez. Payer des gens un salaire qui est relativement élevé, eh bien, ce serait les payer en leur donnant plus que ce qu'ils contribuent à produire. Donc ce serait économiquement irrationnel, mais selon une rationalité qui n'est pas seulement une rationalité capitaliste ou la rationalité de l'entrepreneur, c'est irrationnel selon une rationalité finalement indépendante de tout système. Si pour travailler, il me faut, moi, plus, j'exige plus, et peut-être que c'est tout à fait légitime, plus que ce que je suis capable de produire, c'est irrationnel, il vaut mieux le laisser tomber. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, finalement? Quand on a une situation comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la troisième question. Comment on peut... Non, vous avez compris que c'est pas intervenir sur le marché. Donc, soit on intervient en amont, soit on intervient en aval. En amont, ce serait permettre aux gens d'être plus productifs, d'où justement tout l'accent qui est mis, alors, à la fois sur l'école, et puis après, il y a un gros accent qui est mis sur les techniques. Parce qu'on va dire les gens ne sont pas productifs, enfin, sont plus ou moins productifs en fonction des techniques. Donc on va dire il faut encourager l'innovation. Et ça fait pas mal d'argent public qui est donné comme ça dans l'espoir que l'innovation va permettre d'améliorer miraculeusement la productivité de tout le monde. Et puis, l'autre solution, c'est de compenser
par des transferts de ressources, de compenser finalement la mauvaise productivité des gens. On peut très bien dire finalement les gens sont peu productifs, voilà, parce qu'ils sont handicapés, ils n'ont pas eu de chance, ils ont été malchanceux au départ. Donc on va compenser. On va compenser cette situation qui vient soit de la nature, soit éventuellement de leurs conditions, d'éducation, de plein de choses comme ça. Et donc on va faire des transferts de ressources, des uns vers les autres, des transferts de ressources, des gens qui sont bien dotés, hautement productifs, vers les mal dotés. Donc il faut redistribuer la propriété. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette théorie, qui est quand même très libérale, accepte toutes les redistributions qu'on veut de la propriété. Toutes. Ça, c'est la théorie, c'est un principe. C'est-à-dire qu'on peut redistribuer la propriété des biens, hein, donc mettre tout ce qu'on possède au milieu, puis redistribuer absolument comme on veut. Mais on peut même organiser une sorte de redistribution des productivités, des facultés productives de chacun, en disant, bah, pour des raisons que les gens n'ont pas choisies, qui ne relèvent pas de leur choix, il y a des gens qui ont un travail productif, d'autres qui n'ont pas un travail productif. C'est pas de chance, c'est une loterie des talents comme ça, qu'on peut juger injuste. Et donc, on va obliger les gens productifs à redistribuer, à donner aux gens non productifs, enfin moins productifs. Et donc, alors, c'est très ambivalent cette solution, parce que c'est un peu une organisation publique d'une indemnisation, disons, un peu charitable quand même. Hein. C'est ça l'idée. C'est pas du tout l'idée qu'il s'agit pour les gens qui gagnent peu de récupérer ce qu'ils ont produit, hein, mais il s'agit de récupérer ce qu'ils ne sont pas capables de produire. Bon. Mais en même temps, ça autorise toutes les redistributions. Et ce qui me fait toujours m'étonner, disons, de l'argument qui est un argument qu'on retrouve tout le temps contre la fiscalité, en disant la fiscalité est confiscatoire. Ah oui, non, ça c'est vrai, quand on prend, on confisque. Enfin bon, je ne sais pas si c'est légitime ou pas, mais en tout cas, bon, on prend. Okay. Mais du point de vue de la théorie économique, c'est pas du tout un argument de dire c'est confiscatoire. Bah oui, c'est confiscatoire. Bah, et alors les lois du marché n'ont absolument rien contre une redistribution de la propriété. Rien. Elle rend ça tout à fait possible. Et par exemple, donc je pense que vous êtes nombreux à avoir vu le documentaire Merci Patron. Et alors, le dédommagement du couple Clure par Bernard Arnault, bon, ça ne va pas du tout contre les lois du marché, hein, au moins du point de vue théorique. Hein. Évidemment, il y en a un qui n'est pas content. Bon, il y en a qui seront soulagés. Mais ce n'est pas un problème économique. Et même si tous les salariés qui ont été touchés par les délocalisations étaient dédommagés, du point de vue des lois du marché, ça ne changerait rien. Et même si à la limite, tous les salariés étaient tellement dédommagés qu'ils devenaient propriétaires de LVMH. Et ben, au fond, ça ne changerait rien. Du point de vue de cette théorie, ça ne changerait rien à la situation, ça ne changerait rien aux lois économiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si tous les salariés devenaient finalement propriétaires du capital de LVMH, est-ce qu'ils prendraient les mêmes décisions? Eh bien, ce que dit cette théorie, c'est non. Ils prendraient les mêmes décisions que Bernard Arnault. C'est-à-dire qu'ils délocaliseraient aussi. Pourquoi? Parce que comme Bernard Arnault, ils se demanderaient est-ce que ça vaut la peine de produire ici, sachant combien on veut pour produire et puis combien ça nous rapporte, ou de produire ailleurs, ils diraient la même chose que Bernard Arnault. Non, ça ne vaut pas la peine. Et simplement, au lieu de vivre misérablement, ils vivraient de leur rente, c'est-à-dire de la productivité du capital. Mais ça changerait rien au fonctionnement du marché. Ça changerait quelque chose à la situation réelle des gens, mais rien au fonctionnement du marché. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Ça dit finalement que cette théorie qui est libérale est aussi en même temps très révolutionnaire sur la question des droits de propriété. Alors, les droits de propriété sont absolument pas intouchables. Et même, ça autorise une remise en cause très radicale des droits de propriété. Mais, alors, là où c'est un peu schizophrénique, c'est que d'un côté, on dit on peut remettre en cause complètement les droits de propriété, mais alors, pendant le fonctionnement du marché, non. Donc, on sépare les deux choses comme ça.
Conceptuellement, c'est très simple, hein, mais alors, en vrai, ça devient plus compliqué. À quel moment on est en train de faire une redistribution avant le marché? Et puis à quel moment on est en train de laisser le marché fonctionner? Parce que quand on laisse le marché fonctionner, là on respecte les droits de propriété. Donc c'est quand avant, c'est quand après, quand il y a plusieurs périodes qui se suivent, à quel moment on dit stop, on réorganise les choses et puis on recommence le marché. Bon. Donc c'est assez ambivalent à mon avis dans l'utilisation qu'on peut en faire. Alors, quelle conception de la politique il y a là-dedans? Finalement, il y a l'idée, la première idée qu'on a rencontrée, c'est l'idée que la politique était une intervention de l'État, qui était motivée par des conditions particulières dans lesquelles l'équilibre n'était pas satisfaisant. Bon. Mais finalement, est-ce que c'est de la politique c'est de la politique assez technique. Hein. C'est une affaire de technicien. Il n'y a pas de débat il n'y a pas beaucoup de débats sur l'intérêt général. Comment il y a encore de la politique? Bon, il y a de la politique aussi au sens où il y a une remise en cause possible de la propriété. Est-ce que c'est intéressant, disons, d'un point de vue un peu polémique, hein, c'est intéressant de voir que dans cette théorie, on remet en cause comme on veut les droits de propriété sans que ça pose problème. Mais en même temps, cette remise en cause des droits de propriété, elle est associée finalement à un problème qui, en dernier ressort, est un problème de handicap. La politique, c'est compenser les inégalités naturelles ou sociales, mais c'est des inégalités qui ne sont pas créées par le marché. Est-ce que ça, c'est tout à fait... est-ce que c'est complètement satisfaisant? D'un côté, c'est très amusant de voir qu'on peut remettre tout en cause. D'un autre côté, franchement, remettre tout en cause parce qu'il y a des handicapés... Enfin, est-ce que c'est ça la politique? Voilà. C'est peut-être quand même insuffisant. Et dans tous les cas, dans cette idée de loi du marché, il y a l'idée que la politique consiste à coordonner finalement des intérêts individuels qui sont définis justement par des individus avant qu'ils se rencontrent. Ils sont définis par des individus séparément les uns des autres. Et ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de construction d'un projet collectif. Finalement, l'intérêt général, c'est jamais qu'une coordination d'intérêts individuels sans fabrication collective imaginée d'intérêts collectifs. Et il me semble que c'est cette dimension de projet collectif qu'on a en tête quand on veut définir la politique, c'est-à-dire l'invention d'un projet dans lequel les gens arrivent avec des idées qu'ils vont confronter aux idées d'autrui pour en tirer quelque chose qui n'était prévisible par personne. Et donc c'est cette dimension, disons, d'un projet qui s'invente dans la discussion qui est complètement absente dans cette affaire. Donc ça, c'est complètement absent. Et puis enfin, il y a la question de la relation de la politique avec les luttes. Puisque dans cette conception de l'organisation économique, il n'y a pas de lutte finalement. Il n'y a pas de lutte il n'y a pas de lutte et surtout il n'y a pas de lutte collective. S'il y a une lutte, c'est une lutte contre la nature, contre l'avarice de la nature, contre la difficulté des conditions de vie dans la nature, avec la technique. Et ce contre quoi s'organise la société, c'est une lutte contre les injustices naturelles. Mais il n'y a pas de lutte collective, il n'y a pas de lutte sociale. Et de ce point de vue, donc il n'y a pas de politique non plus, au sens où la politique serait une organisation collective des luttes. Donc, voilà, quelle place, si je récapitule, quelle place ça laisse à la politique? Finalement, la politique devient une affaire technique ou une affaire de compensation des handicaps, mais elle n'est ni la construction d'un projet collectif, ni l'organisation collective de lutte. Donc, du coup, oui, il y a forcément une petite place à la politique, mais c'est peut-être pas quand même une place qui nous paraît chère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout à toi, déjà. Et on va tout de suite laisser la parole. J'avais quelques questions. Est-ce que vous pouvez donner des références quand vous dites qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu un basculement de la pensée économique? Et puis sur cette question du droit de propriété aussi, il y a quelques références que vous avez, parce qu'il me paraît que c'est une question tout à fait centrale, et que là, il y a de la politique sur les droits de propriété, forcément, et que
Il me semble que chez les libéraux, ils veulent bien privatiser, éventuellement, comme après l'Union soviétique en Russie, mais je ne suis pas sûr qu'ils veulent, par exemple, que ces droits de propriété changent dans l'autre sens, vers les propriétés sociales publiques. Donc des références là-dessus. Et puis, et en termes ce que vous avez décrit, c'est un texte, un corpus donc, néolibéral, central, je dirais, l'optimum de Pareto, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez des critiques assez radicales qui ont été faites, par exemple par Steve Keen, par Bernard Guérien en France, et par d'autres comme Jean-Marie Arrivé ou Jacques Sapir aussi sur les trous noirs de la science économique, etc. Il y a tout un corpus sur ce texte. Pour eux, rien ne reste de tout ça. C'est beaucoup, là. Ouais, C'est un gros il faut morceau. que je note les questions, parce que sinon je vais oublier. Vas-y, après on fera. Non, sinon je vais oublier. Parce Non, mais que... réponds-la déjà. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Parce que ça fait beaucoup. Bon, alors le corpus, la fin 19e, c'est ce qu'on appelle la révolution marginaliste ou néoclassique, avec des auteurs comme Léon Walras, Stanley Jevons et Charles Menger. Donc, bon, il y a un grand changement là, c'est là qu'apparaît l'idée qu'il y a une productivité du travail, une productivité du capital, et que chacun est rémunéré à sa productivité. Après, sur les droits de propriété, alors c'est très bien, hein, parce que ça me permet de dire, quand on dit il peut y avoir une redistribution de la propriété, alors c'est jamais une redistribution vers une propriété collective. Voilà. Il y a une allergie à l'idée de propriété collective. Mais il y a une redistribution des riches vers les pauvres. Ça, c'est dans le principe, si vous voulez. C'est là où néoclassique, qui est le nom de cette école, et néolibéral, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Hein. C'est assez curieux, d'ailleurs. C'est très compliqué, parce qu'on peut dire oui et non, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose, dans le sens où il y a des auteurs qui sont néoclassiques et qui ne sont pas complètement néolibéraux, qui vont être très favorables à des redistributions, qui vont être des redistributions fiscales. Alors, la redistribution, dans ce sens-là, ça va être typiquement l'impôt négatif. Mais ça, c'est pas sur la propriété, c'est sur les revenus. C'est ça. Oui, mais si, les revenus, c'est une forme de propriété aussi. Voilà, c'est-à-dire que, comment dire, être propriétaire, là c'est une idée très très générale de la propriété. Être propriétaire des biens de consommation, c'est un cas particulier. Être propriétaire des biens de production, c'est un autre cas particulier. Et toutes ces propriétés appartiennent à un grand ensemble. Donc, en effet, dans le terme de propriété, il n'y a pas forcément seulement l'idée de biens de production. Il y a la propriété de tout. Et donc, les revenus, ça donne accès aux biens de consommation. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, la chose, c'est que la chose importante par rapport à ce que vous disiez, c'est que tout le débat sur est-ce qu'il faut une propriété privée ou une propriété collective, c'est un débat qui est... Au fond, je ne saurais pas répondre. Est-ce que c'est un débat qui est complètement esquivé? Ou est-ce que c'est un débat qui est immédiatement résolu, disons, en disant finalement, que la propriété soit privée ou collective, les mêmes décisions vont être prises. Je ne saurais pas dire entre les deux interprétations, est-ce que ce débat, on y répond, ou est-ce que ce débat, on n'y répond pas, on le laisse tomber. Enfin, dans les faits, cette question n'est pas traitée, en quelque sorte. Donc, les redistributions de la propriété, c'est des redistributions de la richesse en général. La propriété, ça équivaut à richesse. Donc, ça inclut aussi bien les revenus. Quels sont les auteurs qui disent qu'on peut redistribuer la propriété Alors, par exemple... Sans problème. Avec la même optimisation derrière. Ouais. C'est les grands auteurs néoclassiques du XXe siècle, donc c'est Arro par exemple. C'est il y a un type qui s'appelle Variant. En fait, celui qui est le plus connu qui parle de ça, c'est Sen, Amartya Sen, qui est certainement. Mais alors lui, il en parle justement avec des réserves. C'est lui qui dit, mais c'est quand même complètement dingue. Ces gens qui nous disent à la fin on peut redistribuer. Donc lui, il ne vante pas exactement, parce que lui dit, voilà, les libéraux nous disent on peut redistribuer, il suffit de redistribuer tout en laissant jouer le marché. Mais en même temps, c'est lui qui dit, mais nos libéraux sont de grands révolutionnaires, parce que finalement, avant le fonctionnement du marché, il faut une redistribution complète des droits de propriété, ce qui nous met dans une situation un peu schizophrénique. Donc Sen en parle, mais Sen en parle pour dire, est-ce que vraiment ça leur paraît réalisable? Mais les auteurs qui en parlent, du point de vue théorique, c'est Arro et Variant. Et en un sens, du point de vue politique, c'est un petit peu aussi des gens comme Friedman, qui sont des libéraux, mais qui vont
qui sont des libéraux qui vont accepter des redistributions. Maintenant, les redistributions qu'ils acceptent, c'est justement toujours soumis au marché. Donc, si vous voulez, ça va très très loin dans l'organisation du marché. Ça signifie, par exemple, qu'on ne va pas financer une école publique, on va donner aux gens des chèques éducation. Et puis, on va laisser les gens choisir eux-mêmes l'école dans laquelle ils vont aller, etc. Donc, c'est ultra-libéral, parce que plus de services publics, mais en même temps, ça peut être distributif. Parce qu'à l'argument de finalement les gens, les pauvres vont pas pouvoir aller dans les écoles, Friedman va dire si, on va donner autant d'argent aux pauvres riches pour aller dans les écoles. Donc c'est un argument redistributif qui est employé à l'appui d'un projet libéral. Il y a une imbrication qui est assez curieuse là-dedans. Donc ça peut aller dans tous les sens. Et alors sur les autres auteurs là, que vous avez mentionnés, bah oui, c'est-à-dire que là je vous ai raconté le truc qui marche. Mais évidemment, rien que cette idée que j'ai dite au début comme ça, selon laquelle, si on laisse les prix varier, on arrive à l'équilibre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai en vrai, d'ailleurs? Ça, on n'en sait rien. Enfin, bon. Est-ce que c'est vrai même en principe? On a regardé, non, même en principe, c'est pas vrai. Donc, évidemment que ça doit être rappelé et que ça pose problème. Ou même simplement ce que j'ai dit, l'idée sur laquelle, à l'équilibre, tout le monde est rémunéré en fonction de sa contribution à la production, de sa productivité. Est-ce que c'est vrai? Enfin, moi je ne me pose pas beaucoup de questions, mais est-ce que c'est vrai même en principe? Est-ce que c'est même concevable? J'essaie de vous dire un peu comment c'était difficilement concevable. Il y a eu des tas de débats là-dessus. Donc, King, Guérien, des gens comme ça, ils reprennent en fait des arguments qui ont été des arguments développés tout au long du XXe siècle, surtout deuxième partie du XXe siècle. Pour dire qu'il y avait des tas d'incohérences logiques. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le fait qu'il y ait des résultats négatifs très très forts, sur lesquels en fait on n'est pas du tout capable de mesurer la productivité des gens individuellement, selon lesquels on n'est pas du tout sûr qu'en laissant les prix varier, on arrive à l'équilibre. Ces résultats, en fait, ils sont ignorés. Tout le monde les connaît, mais on les met sous le tapis, quoi. Mais du coup, dans les discussions, on fait comme si ces arguments ne pouvaient pas être invoqués. C'est une grande difficulté. Et alors après, sur la position spécifique de ces auteurs-là, qui nous guérien, comment dire, j'arrive pas à voir en même temps quelle analyse générale ils opposent. Mais en même temps, c'est pas suffisant de dire ça. Hein. C'est vrai que... mais disons, c'est vrai qu'il y a des tas d'insuffisances dans cette approche et qu'ils les soulignent et qu'ils ont bien raison. Donc, on va prendre une série d'interventions. Il y a Jocelyne. Oui, je vais articuler en fait la notion de contribution à la richesse sociale avec la notion d'intérêt général, justement. Comment on mesure cette richesse sociale, comment on attribue un salaire, alors que la richesse en question n'est pas forcément mesurable. Il y a un métier où ça ne peut pas être mesuré. Et donc, j'articulais avec la question des les services publics qui doivent être vus en dehors de cette mesure. On ne peut pas, ce que je vais exprimer, c'est qu'on ne peut pas parler de mesures de contribution à la richesse sociale en mettant tous les services rendus de la même à niveau égal. La société s'enrichit de services, je ne vais pas décliner les services publics, l'école, la santé, etc. Actuellement, on est dans une prévalence de l'évaluation, on est dans une prévalence de l'expertise, on est dans une prévalence de tous ces... d'une performance aussi, hein, qui est demandée à tout prix. Or, on ne peut pas véritablement mesurer tout cela. On a à la frontière de l'économie, on voit déjà depuis pas mal d'années se pointer des techniques managériales qui sont issues de la psychologie, la pire des psychologies, des théories sociologiques qui vont dans le sens du libéralisme et uniquement dans ce sens. Hein, donc, vous articuler un peu tout cela et dire que non, tout ne se mesure pas. Tout ne se mesure pas. Tous les métiers ne sont pas mesurables. Est-ce que l'humain est considéré comme un produit? C'est l'éternelle question avec le libéralisme. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes questions, mais... Je pense que, oui, peut-être du coup, je peux avoir plusieurs questions.
Non, moi c'était pour réagir simplement à la première intervention. Stiglitz, dans son livre Un autre monde, montre en fait ou dit que la théorie dominante, on a montré qu'elle n'était pas crédible, mais ce n'est pas pour autant que les politiques publiques ne s'inspirent pas de cette politique non crédible. Alors voilà, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que pour les libéraux, le marché est neutre? Voilà. Michel. Oui, moi c'est un peu aussi dans le même sens, c'est une question. Je crois que j'ai bien compris dans l'ensemble votre analyse. Mais est-ce qu'à la base, il n'y a pas un problème de définition du marché? En fait, ce sont les lois du marché libéral que vous décrivez. Le marché est actuellement, enfin depuis toujours finalement, libéral. Donc est-ce que ces lois elles-mêmes peuvent être modifiées? C'est comme si c'était les lois justement naturelles. Donc vous voyez, peut-être que je m'exprime mal parce que je vois une contradiction que je n'arrive pas bien à formuler, mais donc il me semble que ce que vous avez analysé là, c'est le marché justement libéral. Donc comment... Et que serait un marché pas libéral? Ah bah justement, c'est une question. D'accord. Voilà, c'est la réponse. C'est le marché pas capitaliste que tu veux. Attendez, on va prendre les inscrits. On fait une première série de réponses, après je vous dis. Non, attends, juste quelques mots, c'est en lien. Alors vas-y. Et avec la question de tout à l'heure. Non, juste, en fait, c'est en lien avec la première question. Et ça rebondit là-dessus. C'est qu'en fait, moi, quand on m'avait présenté l'équilibre général, parce qu'en fait, c'est ça le nom de ce qu'elle vient de raconter, c'est souvent, là, tu as souvent évoqué des libéraux. Mais c'est marrant, moi, on me l'avait présenté avec des gens qui se revendiquaient du socialisme, genre Langueux, et même des communistes qui disaient c'est génial comme outil, ça nous permet de planifier. Donc, tu vois, donc c'est juste du coup en lien, est-ce que tu as des éléments là-dessus, sachant que moi je connais explicitement des communistes qui ont travaillé là-dessus. Comme outil. Attends, on fait peut-être une série de réponses après. Non, moi, je vais rebondir sur l'intervention. Attends, on fait une série de réponses et après. Non, parce que là, c'était juste la personne avant moi qui a cité, notamment Lang, etc., des travaux très intéressants qui se réfèrent à l'équilibre général pour bien évidemment mettre en place des planifications qui sont considérées comme optimales. Mais il y avait aussi Keynes, qui était lui plus mesuré et qui disait le marché, c'est bien quand il n'y a pas de crise. Et ensuite, qui montrait qu'en cas de crise, on va se retrouver sur des équilibres, mais qui sont des équilibres, des sous-équilibres, des équilibres de sous-emploi, etc. Et qui faisait qu'à un moment, on ne pouvait absolument pas sortir du chômage, et notamment le marché ne pouvait pas nous faire sortir du chômage. Et là, disait Keynes, l'État doit intervenir. Donc je crois qu'il y a eu tout un tas d'approches, et là je crois que la question politique et le lien entre le politique et le marché, de ce que j'ai compris, mais j'ai pas tout compris, je suis pas très bonne en économie, mais de ce que j'ai compris, c'est Keynes qui l'a porté justement. Et les grandes politiques auxquelles on se réfère au début du XXe siècle sont les politiques keynésiennes ou post-keynésiennes, dites de relance. Et pendant longtemps, on a cru en France que le Parti socialiste était un parti qui justement allait s'efforcer d'appliquer les conseils keynésiens pour mieux réguler l'économie. Donc effectivement, moi je comprends bien la question précédente qui a été posée, qui était très intéressante, qui était, vous avez parlé d'un marché libéral. Alors effectivement, ça peut paraître un peu surprenant de parler d'un marché libéral, mais en tous les cas, effectivement, le lien entre le politique et le marché, il y a des gens qui l'ont fait, qui parlent d'intervention. C'est-à-dire laisser faire le marché quand ça se passe bien, et intervenir quand ça se passe moins bien, et notamment, on peut imaginer qu'après 2008, on intervienne. Après, je suis aussi surprise par cette condamnation que vous avez faite des économistes, personnes... il y a quand même quelqu'un comme Piketty, dont tout le monde a dû entendre parler, et qui justement a bien fait la distinction entre la question des droits de propriété, du capital et des revenus. Et moi, je trouvais ça intéressant à la fin, mais ça m'a aussi beaucoup surprise, que quand vous avez parlé de droits de propriété, on avait l'impression que, effectivement, quelqu'un a posé la question avant, que les droits de propriété, c'était finalement sur le revenu, puisque vous liez complètement droit de revenu, droit de propriété et fiscalité. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché, entre guillemets, aux Grecs. On a dit que les Grecs ont beaucoup de mal à lever un impôt qui puisse à peu près fonctionner, parce qu'ils ont du mal à poser les droits de propriété. La fameuse question de cadastre grec dont tout le monde a entendu parler. Mais justement, Piketty dit il faut bien distinguer. Et le marché est fondé sur le droit de propriété. Ce que disait Arro, Varian, Buchanan,
C'est Buchanan qui a dit il n'y a pas de marché sans droit de propriété. C'est-à-dire que je n'achèterai jamais vos oranges si je ne suis pas convaincu que ces oranges vous appartiennent. Et il opposait ça à économique pillage. Mais après, la liaison entre droit de propriété et fiscalité, à la fois elle me surprend et à la fois je la trouve super intéressante. Mais peut-être que vous pourriez nous la développer. Donc, on répond maintenant. Merci. Alors, j'essaie d'organiser un peu. Peut-être que je vais partir de la question des lois du marché libéral. Finalement, et la relation, finalement, le caractère naturel des lois, parce que ça permet de faire la relation avec la planification et avec Keynes. Donc, c'est un premier ensemble de questions. Et puis, après, la question de l'évaluation possible, ça, c'est un deuxième type de question. Il me semble, la neutralité du marché, c'est encore une autre question. Voilà, alors, loi du marché libéral, loi naturelle, en fait, là, les lois du marché que je viens d'exposer, c'est des lois de détermination du prix qui doivent permettre de réaliser l'intérêt général en entendant l'intérêt général comme une organisation, une coordination, une compatibilité des intérêts particuliers. Et elles sont naturelles en cela qu'elles réalisent cet intérêt général. Maintenant, est-ce que pour ça il faut le marché ? Justement, c'est la question que posait Philippe, hein, est-ce que la planification ne serait pas un meilleur moyen? Et oui, ça a été une question posée, étudiée largement début XXe siècle, par exemple, qui disait, finalement, c'est une bonne définition de l'intérêt général, mais c'est un moyen préhistorique. Le marché, c'est un moyen vraiment rudimentaire, pas sérieux, pour arriver à l'équilibre, et on a d'autres moyens, c'est la planification. Le truc étonnant, c'est que c'est la même définition de l'intérêt général, qui va être atteint par d'autres moyens. Et du coup, d'ailleurs, à l'appui de cette idée, on peut invoquer un certain nombre d'arguments qui sont évoqués par Keane, par exemple, ou Guerrien, qui sont des arguments qui disent que le marché n'est pas un bon moyen, donc on va trouver un autre moyen. Donc ça, c'est assez paradoxal, en effet, de voir que la même conception de l'intérêt général peut être à l'appui de deux conceptions des moyens d'atteindre cet intérêt qui sont complètement différentes. Et bon, disons qu'après, dans la théorie, il n'y a pas vraiment d'argument en faveur d'un moyen ou d'un autre. Après, sur la relation avec Keynes. Alors justement, Keynes, ça s'interprète vraiment de manière assez compliquée. Et d'ailleurs, s'il y a finalement aussi, s'il y a eu des difficultés, disons, dans l'application des politiques keynésiennes, c'est aussi qu'il y a eu des désaccords à l'intérieur des auteurs qui ont suivi Keynes. Puisque finalement, on a eu des auteurs qui ont dit, Keynes, c'est très malin, c'est un type qui nous montre qu'il a une politique qui va nous permettre d'aller vers quelque chose qui est mieux pour tout le monde. Et du coup, ils ont dit, oui, il y a des équilibres de sous-emploi, donc dans lesquels il y a des gens qui sont au chômage, et des gens qui aimeraient bien les embaucher, mais les gens qui aimeraient bien les embaucheraient volontiers s'ils avaient de la demande. Et d'ailleurs, les gens qui sont au chômage, ils seraient bien demandeurs de plein de biens s'ils n'étaient pas au chômage. Et donc, on va vous proposer une solution qui va arranger tout le monde. Alors, évidemment, il y a une place pour l'État, là, c'est certain. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il y a une place pour la politique? Il me semble qu'il y a aussi une autre conception de la politique dans laquelle la politique, c'est pas seulement passer de quelque chose qui est moins bien pour tout le monde à quelque chose qui est mieux pour tout le monde, mais c'est construire ensemble l'intérêt général. Et il me semble que, par exemple, dans l'idée qu'on a sur le service public, ça me permettra de terminer à la question sur la contribution de chacun à la richesse. Il y a l'idée qu'on va définir ensemble ce que c'est que ce qu'on désire, la richesse sociale. Et là, je pense que dans cet usage du keynésianisme comme finalement solution qui nous permet d'arranger tout le monde, on esquive les débats sur ce en quoi consiste l'intérêt général. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un argument très fort et puis qui a soutenu des politiques qui ont eu des bénéfices. Alors simplement, disons, dans l'histoire de la pensée économique, il se trouve que il y a eu des grands débats pour savoir si les politiques de relance avantageaient vraiment tout le monde. Alors finalement, on a dit non, pas exactement tout le monde, mais quand même pratiquement. Et puis il y a eu pour des raisons qui sont assez incompréhensibles, hein, il y a eu l'idée, finalement, y compris chez les keynésiens, que le chômage venait quand même
de ce que les salaires pouvaient pas varier à la baisse. Y compris des keynésiens ont dit ça, ont accepté cette idée, et donc ça a signé, disons, la fin comment dire, je ne sais pas si ça a signé le déclin théorique du keynésianisme ou bien le déclin de son application. En fait, ça, j'en saurais rien. Il n'est pas très sûr que ce qui est appliqué par les gens qui décident du fonctionnement économique soit dicté par ce qu'on sait. Ça, c'est pas établi. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'embarras sur l'héritage de Keynes. Est-ce que Keynes, c'est quelqu'un qui pouvait être utilisé sans reformuler la notion d'intérêt général ou pas? Il n'y a pas de réponse certaine. Après, est-ce que le marché est neutre? Dans cette approche, ouais. On construit un marché neutre. Mais à nouveau, ça me permet de redire que cette question de la notion de marché libéral ou marché pas libéral, elle est en effet problématique. Enfin, la relation entre marché et libéralisme est problématique. C'est-à-dire que est-ce que ce marché est vraiment le marché qui est construit dans les politiques libérales? J'en sais rien. Personne n'en sait rien d'ailleurs, je crois. Donc en effet, on peut arriver à construire imaginairement un marché qui est complètement neutre. Et ce marché neutre, qui est une construction théorique, vient à l'appui d'un libéralisme dont il n'est pas du tout sûr qu'il construise un marché neutre dans les faits. Voilà. Donc voilà, au fond, je n'ai pas de réponse là-dessus. Après, sur la question de l'évaluation de la contribution de chacun à la richesse et le rôle des services publics là-dedans, je pense que c'est là peut-être que la question se pose de la redéfinition de l'intérêt général. Parce que ce que je dirais, si vous voulez, un néoclassique à ce que vous dites, c'est que quand on travaille et qu'on a en contrepartie de notre travail une rémunération, on doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, mesurer la contribution de chacun. Et on le peut, idéalement, justement, jamais à travers du service public. On le peut à travers une offre privatisée. Parce que votre patron vous emploiera si il récupère, il récupère sous la forme de chiffre d'affaires l'équivalent de ce qu'il vous donne. Et ce qu'il récupère mesure votre contribution à la richesse sociale. Parce que ce qu'il récupère, lui, le prix de ce que vous avez produit, en fait, mesure ce que les autres sont prêts à donner, ce que le consommateur est prêt à donner pour avoir ce que vous faites. Et donc, ça dit combien vous apportez subjectivement au consommateur qui est prêt à donner ça, en effet, pour avoir votre produit. Et donc, en transitant par une offre qui est privée, on mesure, pas physiquement, mais monétairement, ce que chacun produit. Et donc, de ce point de vue, du point de vue de cette théorie, dès que vous transitez par du privé, vous êtes sûr, vous pouvez mesurer. Mais alors, en même temps, cette mesure est complètement abstraite, parce que ça veut dire que vous pouvez mesurer, on enlève quelqu'un, on peut mesurer, mais si on enlève quelqu'un, ça dérègle tout, quoi. Donc, bon, mais au moins, abstraitement, on peut le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a qui se font vraiment les avocats de quelque chose qui élimine au maximum du service public. Et alors, quand j'ai insisté sur fiscalité, si vous voulez, c'est une manière simple de redistribuer, enfin, c'est-à-dire la plus simple, la plus faisable, de redistribuer la propriété quand on ne fait pas une redistribution physique de la propriété. Mais si je le dis, c'est parce que Friedman le disait. Par exemple, Friedman était en faveur d'un impôt négatif, donc d'une redistribution par la fiscalité. La redistribution par la fiscalité, elle se fait à défaut d'une redistribution physique. Mais dans tous les cas, donc il peut y avoir une redistribution, mais pas de service public. Et justement, je pense que si on a une autre idée de l'intérêt général, une idée dans laquelle il ne s'agit pas de répondre seulement aux besoins des individus, mais de construire ensemble ce qu'on désire, alors à ce moment-là, ça ne marche plus du tout. Mais du coup, il y a tout un débat qui est comment se construit justement l'intérêt général, ou comment on veut définir la richesse sociale. Mais je comprends, merci, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est en même temps, si on prend l'exemple de l'enseignement, ça ne se construit pas sur le temps court. Voilà, donc c'est en ça que je disais qu'il n'était pas mesurable. Alors, il y a beaucoup d'interventions. Donc, Jean-Pierre. Moi, je voulais simplement dire que, bon,
faut quand même situer historiquement le marché dont on parle, parce que en 800 avant JC, au niveau des Grecs, par exemple, il y avait un marché, mais il n'était pas du tout le même que celui qui existe actuellement, bien entendu. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de revenir à cette époque, mais c'est pour dire que le marché, il ne fonctionnait pas du tout pareil. La preuve, c'est que à la dernière séance, là, ils nous ont expliqué qu'effectivement, le prêt à intérêt était rigoureusement interdit, par exemple. Bon, qui change quand même tout. Bon, donc, déjà, il faut replacer, à mon sens, dans l'histoire, la notion de marché. Bon, maintenant, ce que je voudrais aussi poser comme question, c'est qu'est-ce que les économistes libéraux ou néoclassiques trouvent comme explication, comme justification, plutôt que... Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre, par exemple, à deux problèmes. Le problème, c'est la concurrence, soi-disant libre et non faussée. Or, la concurrence, d'une façon concrète, tout le monde peut s'apercevoir que c'est la libre concurrence, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Bon, en gros, c'est ça. Alors, c'est difficile de nous expliquer qu'il y a une libre concurrence. La plupart des multinationales, je ne sais pas comment, dans quel secteur économique à l'heure actuelle il y aurait une libre concurrence. On voudrait bien la trouver, cette libre concurrence. Bon, déjà, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Et la deuxième chose, c'est finalement dans leur théorie, ils disent, bon, l'équilibre, d'accord, sauf que l'équilibre, là aussi, il n'existe jamais. À savoir qu'on va de crise en crise, et de crise de plus en plus grave en crise de plus en plus grave. Comment ils peuvent expliquer les crises alors? C'est ça le problème. Et qui, de leur point de vue, je s'entends, hein, bien sûr. Bon, voilà. Oui, j'avais une question pour relier ça à d'autres choses, parce que quand on parle de marché libre et non faussé, etc., et qui arrive à l'équilibre naturellement, en fait, on parle aussi de philosophie, je pense, et d'une vision de l'homme qui, parce que de toute façon, quand on parle du libéralisme et du classicisme en économie, je pense qu'on remonte aussi à la Renaissance, c'est un homme libre et indéterminé, et du coup qui consommerait de manière constante ce qui vaudrait le mieux, en fait, je pense, quand on parle de cette demande-là. Alors qu'il s'avère qu'il y a des déterminismes sociaux et psychologiques qui fait que la consommation, elle n'est pas constante, elle peut pas être prédite uniquement économiquement. Et je pense que c'est une critique qu'on peut aussi faire au libéralisme, qui est celle de dire en fait que philosophiquement c'est incorrect, ça ne fonctionne pas, parce que la demande, elle se fait pas de manière planifiée économiquement. Moi j'avais une question qui était sur la théorie des biens communs. Je connais finalement assez mal, mais Linor-Oxfam a montré, travaux d'intérêt commencé par le phénomène d'économie, donc pas forcément une anti-libérale sur lui, mais qui a montré que quand même il y avait des formes d'organisation du marché qui étaient plus efficaces que le marché tel que le classique et donc je voulais savoir si c'était pas. Et en fait ça passait par un principe qui était promu dans la théorie que qui est la définition de ce qu'on entend par le bien commun et les objectifs qu'on y met derrière. Et ça, c'est la base en fait de toute efficacité dans son système. Et du coup, je voulais savoir si c'était pas une façon de faire réavancer la théorie économique. L'intérêt commun. Le bien commun, le bien commun. Le bien commun, c'est la gestion du bien commun, du bien public, du bon public. C'est pas mal. Alors, ouais, c'est ça. Donc, je commence par le début du marché historiquement. Oui, bien sûr. Et donc, justement, je n'ai pas voulu faire une introduction sur donc, les lois du marché, etc., la pensée économique, c'est quelque chose de très très récent. Donc, c'est d'ailleurs très très surprenant que, comme ça, à la fin 18e, enfin, il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites, puis il y avait des organisations économiques de fait, avec des échanges possiblement. Et puis là, subitement, on arrive, enfin, nos économistes, et puis on dit maintenant, on a les lois naturelles. Donc, c'est vrai que c'est bien sûr, hein, et simplement, je pense que du coup, à la fois, le discours qu'on tient depuis fin 18e, encore plus depuis fin 19e, n'a rien à voir, par tas de caractéristiques, avec les discours qui pouvaient se tenir avant, justement. C'est un discours qui, justement, s'est voulu autonome, et c'est cette autonomie qui pose problème. Hein.
Mais il y a eu voilà, quelque chose qui était révolutionnaire dans la pensée. Révolutionnaire, quelque chose de complètement nouveau. Alors même qu'on avait créé des richesses, produits, etc. avant. Bon, et puis, ça s'est produit aussi justement avec un changement de fait dans les organisations économiques. Ce n'est pas une pensée qui a jailli comme ça, toute armée de la tête d'Adam Smith. Et c'est une pensée qui s'est fabriquée aussi dans un contexte où, tout le monde dit ça, mais Marx le dit assez bien, il n'y a pas... entre un système dans lequel on a des échanges, on échange du superflu, et un système dans lequel non seulement on échange le nécessaire, mais chacun vend sa force de travail, il y a un changement radical, il y a un changement qualitatif. C'est pas seulement d'échanger un peu plus, hein. L'échange organise complètement la vie, et du coup, oui, il n'y a pas de... En fait, le présupposé que j'avais au début, c'est je parle du marché tel qu'on en parle depuis 150 ans, et dans une certaine société. Donc c'est bizarre, en effet, à nouveau, hein, cette idée de naturalité est très très bizarre, parce que historiquement ça arrive assez tard quand même. Après, mais alors justement, c'est-à-dire que c'est naturel au sens où ça dit quelque chose, selon ces auteurs, hein, qui n'a peut-être pas toujours existé, mais qui correspond à une nature humaine. En fait, on va vers la réalisation d'une nature humaine. Et c'est pour ça que le marché, c'est pas tant une question de fait qu'un projet de société. Et c'est pour ça que quand vous dites il n'y a pas de concurrence libre et non faussée, ben non, mais il faut la créer. Et d'ailleurs, justement, toutes les institutions européennes ont pour projet de fabriquer cette concurrence. Donc le fait qu'elle ne soit pas là dit simplement qu'on ne vit pas dans la nature, et c'est pas bon du tout pour nous. Donc créons la nature qui correspond à notre nature humaine. Donc en ça, les objections de fait ne sont pas suffisantes. Il faut avoir une objection aussi dans ce qu'on désire. Voilà. Alors, et du coup, il y a bien une idée politique qui dit que le marché doit être... Du coup, alors, il y a des crises. Alors, sur la question de la crise, je ne suis pas la plus compétente là-dessus, hein, mais l'astuce vraiment des libéraux, c'est de dire que la crise est un équilibre. Ah oui. Voilà. Non. Si, la théorie des cycles réels dit ça. Les cycles réels, les crises. Mais ils disent pas que c'est un équilibre, justement, puisqu'on en sort, c'est pas stable du tout. Non, si. C'est des équilibres particuliers. C'est particulier. Alors, il peut y avoir des équilibres avec une mauvaise information, mais finalement, les gens, sachant les informations que les gens avaient, finalement, les décisions qu'ils prennent sont des décisions d'équilibre. C'est un truc très, très bizarre. Je ne suis pas sûre que les gens y croient complètement. Après, ils ont l'idée que... Ça, c'est un problème après vraiment épistémologique. Comment dire, on sait raisonner qu'à l'équilibre. Donc on raisonne à l'équilibre, y compris la crise, on le voit comme un phénomène d'équilibre. Pourquoi? Parce que si on ne raisonne pas à l'équilibre, on ne sait rien dire. Bon, voilà. D'accord. Non, mais après c'est bon, c'est les blagues qui circulent sur l'histoire du lampadaire. On cherche sous le lampadaire les clés, on les a pas perdues sous le lampadaire, mais il n'y a que sous le lampadaire qu'il y a de la lumière. Enfin bon. Après. Sur la philosophie qui est implicite, hein, et la définition de l'individu, j'ai oublié une question. Non, c'était ça la dernière. Ok, bah oui. Alors oui, et en même temps, à nouveau, c'est-à-dire, ce qu'on suppose là, c'est un individu qui sait ce qu'il veut. Et il lui revient de savoir ce qu'il veut. Et à ce moment-là, il y a tout un ensemble, il y a des tas de gens qui ont dit, mais en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et ils sont manipulés. Et donc, le grand argument, c'est on n'a pas à se mettre à la place des gens. Et c'est en effet un principe de philosophie morale qui est les gens sont seuls juges. En fait, qu'ils soient manipulés ou non, ils sont seuls juges. On ne doit absolument... Ce serait épouvantablement... je ne sais pas... maternant, ou je ne sais plus quel est le mot. Non, pas maternaliste. Paternaliste. Oui, paternaliste. De dire... de vouloir savoir à la place des gens ce qu'ils doivent vouloir. Et il y a un passage qui est extraordinaire, d'ailleurs, de quelqu'un qui est du début du XXe siècle, qui était à la frontière entre marché, planification, Lerner, qui disait, alors voilà, moi j'ai vécu enfant un truc horrible, c'est quand on m'a dit tu peux pas vouloir ça. Ou adolescent, je sais plus. Tu peux pas vouloir ça, c'est pas vrai, en fait tu ne veux pas, t'es manipulé. Il dit, mais c'était un viol de ma personnalité, qu'on me dise... T'as pas le droit de vouloir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le veut, d'accord.
mais qu'on nie ce qui était mon désir, que j'avais construit, c'était pas possible. Je pense qu'une société ne doit jamais dire ça. Et en fait, c'est donc vraiment une position de philosophie morale, qui est que chacun doit être laissé juge. Quand bien même il est manipulé, c'est qu'il l'accepte, c'est qu'il le veut bien. Et non, mais je ne dis pas que ce soit la seule position possible. Je dis c'est une position justement. Et je pense que c'est important de voir que derrière cette théorie, qui a voulu se présenter comme indépendante de la morale et de la politique, il y a un présupposé de philosophie morale, qui est qu'on ne doit surtout pas entrer dans les motivations des gens. Ça doit rester un truc opaque. La conception de la liberté. Voilà, absolument, absolument. Mais c'est une conception qui peut être discutée. Et donc là encore, ça veut dire que c'est un projet de société. Sur les biens communs. Alors sur les biens communs, oui, c'est quelque chose d'assez curieux, parce que en fait, l'histoire des biens communs, c'est venu d'une interrogation sur justement l'alternative entre organisation par le marché et organisation par l'État. Et en fait, ce qu'a dit Ostrom, c'est qu'on n'était pas obligé d'entrer dans cette alternative, et même qu'on trouverait une meilleure situation sans entrer dans cette alternative. Finalement, quand on est dans cette alternative, on est dans un système d'incitation et de contraintes. Dans le marché, les incitations et les contraintes sont faites par les prix, et quand c'est l'État, c'est fait par des options. Et donc, c'est des mesures politiques qui sont proposées pour construire cette utopie, parce que le revenu universel permettrait aux gens de choisir véritablement, et donc d'être moins dépendants du prix du travail, de choses comme ça. Alors, tout ça, est-ce que c'est scientifique? En fait, à la fois, enfin, pour moi, c'est non de manière évidente, mais dire que c'est pas scientifique n'est pas tout à fait suffisant. C'est-à-dire que parfois on a l'impression que c'est une disqualification. C'est pas forcément une disqualification. Au fond, la philosophie n'est pas scientifique et c'est pas positif pour autant. Alors simplement, il y a une grosse ambivalence en effet chez les économistes, parce que d'un côté, ils sont héritiers d'une philosophie politique et d'une philosophie morale. Donc ils ne sont pas scientifiques au sens où tout ce qu'ils disent dépend en effet d'une conception de l'individu, d'une conception du bien commun. Donc tout ça n'est pas neutre du tout. Et puis, mais ce ne serait pas illégitime ça en fait, on peut très bien avoir une philosophie politique et on n'a pas un discours qui est complètement illégitime pour autant, mais d'un autre côté il se présente aussi comme scientifique. Ça c'est donc comme ayant un discours qui est déconnecté de ces fondements-là. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, moi. Enfin, non, mais juste d'un point de vue personnel, c'est pour ça que je suis historienne de la pensée économique, je m'interroge sur ce que ça veut dire. Si vous me permettez une petite comparaison. Oui, c'est ça. Et puis le principe de rationalité qui n'est pas à remettre en question, etc. Les principes fondamentaux. Si les sciences dures comme la physique, la chimie, par exemple, etc., avaient, disons, le même caractère de flottement au niveau, effectivement, de leurs mesures et de leurs prévisions, je veux dire, bon, il n'y aurait pas une voiture qui roulerait, hein, pas un avion qui volerait, je veux dire, on irait de catastrophe en catastrophe. Hein. En économie, enfin, il me semble que je vois ce que je lis de temps en temps, et c'est pas une critique de la discipline, mais bien sûr qu'il faut connaître les faits économiques. Mais ce que je veux dire, c'est que la prévision, la mesure, bon, en gros, en économie, quand on a un taux d'incertitude de 20%, on est vachement content. Hein. Bon, mais quand en physique, sur un tel prototype, je sais pas, d'avion, de fusée, de voiture, si on a un tel taux, c'est rentable, je veux dire, pour les futurs utilisateurs. Alors, je veux dire par là que l'économie, effectivement, donne une connaissance des faits économiques, à condition de ne pas les soustraire, les abstraire de l'histoire, du contexte historique dans lequel il s'insère. Maintenant, dire que l'économie, enfin je veux dire la théorie du marché, parlons de celle-là, hein, est une science ciblée sur laquelle, bon, toute la technique politique doit s'appuyer, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Je suis très limitatif. Moi aussi, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Je sais pas au fond... En fait, je sais pas au fond si là, vous accordez pas... En fait, j'en sais rien, mais je fais l'hypothèse que peut-être vous accordez trop de pouvoir aux économistes. Est-ce que vraiment ce qui se produit
est le fait des économistes ou est le fait d'autres choses? Non mais, comment dire, c'est des décisions politiques qui sont prises, des décisions dans lesquelles interviennent des gens qui ne sont pas du tout des économistes, donc c'est pas si sûr que la théorie... elle est peut-être un peu performative, mais est-ce qu'elle l'est tant que ça? Par exemple, même dans le changement, le passage qu'on a eu en effet de politique plutôt keynésienne à des politiques libérales, franchement, c'est pas venu des évolutions théoriques de la pensée. Hein. Au contraire, dans la pensée, comment dire, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'en gros, si on avait les libéraux, les moyens et puis les contestataires ont vaincu les moyens. Résultat, les libéraux ont gagné dans les faits. Enfin, pourquoi? En tout cas, c'était pas avec des arguments intellectuels. Du coup, je trouve que c'est toujours embarrassant quand on veut complètement expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire le marché qu'on nous fabrique, à partir de ce qu'établit la théorie. Voilà, parce que c'est pas très sûr que ce soit la théorie. Alors en même temps, la théorie est invoquée par des gens qui ne la connaissent pas, qui la maîtrisent mal, et qui au fond s'en foutent. Donc, voilà, je sais pas. De ce point de vue, je pense qu'il y a deux positions, mais c'est juste un commentaire en fait. Hein. Il y a deux positions. Je dirais, la position de Keynes, c'est de dire oui, la théorie, ça a beaucoup d'importance, parce que les hommes d'action, les gens qui prennent des décisions, les hommes politiques sont informés par des théories, et au fond, s'ils sont informés par des mauvaises théories, ils prennent des mauvaises décisions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des théories pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Mais quand il dit ça, il dit en fait, au passage, juste avant, il dit « Je crois que le monde est fabriqué par les idées plus que par les intérêts ». Bon, on peut avoir une autre vision aussi. Hein. Moi, je sais pas, mais on peut se dire, non, mais les gens qui fabriquent, qui prennent les décisions, qui fabriquent en effet le marché tel qu'il fonctionne, c'est des gens qui sont guidés par leurs intérêts bien compris. Et donc, les idées, ça va pas changer énormément. Vous voyez, j'en sais rien. Mais on a ces deux positions qui sont défendues par des gens qui ont la même insatisfaction devant ce qui se passe. Puis quand même, oui, voilà, il y a le choix du titre. Ah, le titre, ouais. Alors, excusez-moi, mais le titre, c'est donc... J'ai oublié votre suggestion. Oui, ça peut les lois du marché sont-elles politiques? Sont-elles politiques, oui. Tout à fait. Je dirais, ce serait la conclusion. Oui, non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que quand on dit loi du marché, on veut dire quelque chose qui ne serait pas politique, et qu'au fond, si je dis les lois du marché, c'est l'expression d'une certaine idée de l'intérêt général, mais cette idée, elle est politique, et elle doit être renégociée politiquement, à ce moment-là, en effet, en fait, j'ai pris une formulation qui me venait, mais en effet, est-ce que les lois du marché ne sont pas elles-mêmes politiques? Enfin, en tout cas, c'est une formulation à laquelle j'acquiesce. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, je me 15, hein, pas sur la concurrence. Est-ce qu'il y a Alain devant, je précise la question pour avoir une réponse un peu plus nette. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont été faits sur le gâchis du capital et de la concurrence? Ah, il y avait encore une question. C'est ça, parce que, en gros, est-ce qu'il y a des éléments? J'ai cité deux exemples concrets, mais est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? On parle toujours des gâchis, et à juste titre, hein, qui se passaient dans les pays socialistes. Non, c'est pas injustifié. C'est pas injustifié, mais par contre, est-ce qu'il y a une analyse des gâchis de la concurrence? Ah oui, je veux juste, on a beaucoup parlé de la neutralité économique, mais je veux juste peut-être rebondir à la question de la neutralité au niveau de la politique. Parce que je viens de Singapour en fait, et je parle de l'expérience asiatique, parce que dans beaucoup des pays asiatiques, le gouvernement c'est technocratique. On sait ce que ça veut dire. Et en ce moment, à mon pays, Singapour, la politique, ça devient... c'est juste une gestion dépolitisée, c'est-à-dire des affaires économiques. C'est pur et simple comme ça. Donc, c'est pas étrangère au capitalisme mondialisé, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de pays asiatiques qui ont... C'est une prise de position très explicite pour entrer dans ce système mondialisé, capitaliste, et tout le système politique est asservi à cette logique. Donc aujourd'hui, s'il y a des jeunes ou des minorités qui revendiquent des choses sur le plan politique, on a beaucoup de mal à construire un projet vraiment politique, c'est-à-dire un lieu de négociation, un lieu d'invention, un lieu d'intérêt, de mise en rapport.
Donc je pense que le capitalisme a vraiment entraîné un appauvrissement de la politique dans mon pays. Et je peux aller un peu plus loin. Et je peux parler parce que je dis que l'échec du communisme historique, c'est-à-dire le stalinisme et l'effondrement de l'Union soviétique, je pense que après la Seconde Guerre mondiale, peut-être il y a une chance qu'on peut construire quelque chose de différent, un avant-garde communiste, mais après, parce qu'il y a tous ces choix d'entrer dans ce système dominant, capitaliste, de modernité, entre guillemets, et je pense qu'on a vraiment perdu une chance historique pour construire quelque chose dans les pays. Et pour moi, c'est à partir de cette déception et cette conviction que oui, je suis là. Bravo. C'est bien. Oui, alors, sur la concurrence, il y a certainement des choses qui ont été faites. Parce que, alors, moi, je vois du point de vue théorique, il y a des gens qui vont dire dans certaines circonstances, justement, la concurrence ne va pas. Bon. Et après, simplement, comment dire, comment la concurrence a fabriqué, c'est de l'histoire économique en fait, comment la concurrence a fabriqué des gaspillages, il y a certainement des choses que je n'ai pas en tête. Après, sur ce que vous dites, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, qui me fait penser, disons, au fondement un peu de la pensée économique. La manière, le libéralisme s'est construit dans la pensée, peut-être un peu dans les faits aussi, contre le mercantilisme, qui était l'idée qu'il fallait que le développement du commerce international se fasse le soutien de la puissance du pays. Et il s'agissait d'exporter un maximum pour importer un minimum et comme ça acquérir de la puissance. Et en fait, le libéralisme s'est construit contre ça. C'est assez bizarre parce que aujourd'hui on nous dit mais il faut exporter, vous avez tous entendu ça tout le temps, et pas importer. Or le libéralisme depuis le début a dit c'est complètement absurde, c'est irrationnel. Et les arguments du libéralisme sont assez sensés pour dire c'est irrationnel. Sauf que ce qu'on voit en effet, concrètement, quand on invoque les lois du marché politiquement, c'est qu'elles sont invoquées au service d'un projet mercantiliste qui est un projet qui est un projet économiquement irrationnel, c'est-à-dire exporter pour ne pas importer, c'est économiquement irrationnel, mais c'est peut-être en un sens politique rationnel parce que c'est se donner les moyens d'un pouvoir sur d'autres pays. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Donc, la Grèce a en effet importé plus qu'elle n'exportait, il me semble, et simplement là, maintenant, elle n'a plus le contrôle d'elle-même. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que le libéralisme s'est construit comme ça. Or, c'est construit dans la pensée contre le mercantilisme. Or, dans la réalité, il est en permanence l'impression qu'il est la caution d'un mercantilisme. Parce que ce que vous racontez, disons, le fait de mettre tout le monde au service d'un projet qui n'est pas discuté, qui est élaboré par une élite qui voit ça comme au service de la puissance du pays, ça me paraît vraiment un projet mercantiliste. Élite, je doute quand même. Marx n'est pas dépassé quand même. C'est la critique de l'économie politique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est bizarre, c'est que l'économie politique s'est construite contre cette critique et que, justement, il me semble que chez Marx, il y a l'idée de faire apparaître que derrière le projet libéral qui ne se veut justement pas un projet de mainmise, il y a en fait des pratiques qui sont toujours des pratiques de mainmise. Bon, il y a le profit, il y a la alors je propose qu'on arrête. Si on veut, on peut continuer après à discuter. Merci à Claire, merci à tous. Je vous rappelle qu'il y a la 4e séance du printemps de l'histoire de la pensée économique qui aura lieu samedi prochain à 10h30 dans la section PCL du 10e, au 56 du rendez-vous, et qui aura pour thème le statut économique des femmes, un enjeu politique, avec Nathalie Sigaud, qui est également de l'Université Paris 1. Donc à samedi prochain.